Bonjour à tous. Il a adapté Nestor Burma de Léo Mallet en BD ou encore Manchette. Il a dessiné la guerre de C'était la guerre des tranchées aux 3 tomes de Moi, René Tardy, prisonnier de guerre. Mais Jacques Tardy est aussi le créateur d'une des héroïnes les plus fantaisistes de la bande dessinée, le nec plus ultra, la nec plus extra, Adèle Blanc-Sec. Elle revient pour mieux repartir, peut-être, paraît-il, dans un 10e tome, Le bébé des buttes Chaumont, publié chez Casterman, demain en librairie. 12h50, le Book Club avec les journalistes Elisabeth Quint et François Armanet. La mode, la beauté, une affaire de style, nous diront-ils. Il co-signe en tout cas un beau livre entre photographie et littérature, Le détail qui tue, chez Flammarion. Et c'est le TTTT de Jacques Tardy aujourd'hui qui s'annonce, avait siglé. Tout était prévu pour vous recevoir depuis la rentrée. Jacques Tardy, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Jacques Tardy, le poilu de la BD, comme vous avez surnommé Libé en 76. 15 ans, c'est une longue absence. Où est-ce qu'elle était, Adèle Blanc-Sec ? Elle était dans un tiroir. Ouais. Les 15 ou 16 premières planches de ce dernier album étaient dans un tiroir. Après avoir terminé le 9e, je me suis embarqué immédiatement dans le 10e en me disant, bon, je vais en terminer avec Adèle, ça commence à me fatiguer, j'ai dit que j'en ferais 10, pas un de plus, je vais faire le 10e. Et au bout d'une quinzaine de planches, ça m'a lassé, j'ai éprouvé le besoin de faire autre chose. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai dû travailler sur le stalag, sur la captivité de mon père. Donc ces planches sont restées à dormir tranquillement. Et je les ai retrouvées il n'y a pas très longtemps en me disant quand même il fallait en finir. Mais le problème, c'est que j'avais laissé mes personnages avec une épidémie. Il y avait une épidémie. Et il y avait des clones d'Adèle, des clones explosifs, n'est-ce pas, qui étaient destinés à être lancés sur elle pour la détruire. Et ça, c'était avant les attentats à la ceinture piégée, c'est comme ça, je crois qu'on est... Et avant le Covid. Donc il a fallu que je récupère tout ça, j'étais quand même dans une situation assez délicate. Oui, la réalité vous a rattrapé, oui. Pour le coup. Ouais. Cette épidémie, en même temps, pour tuer un personnage principal ou tous les personnages secondaires, c'est efficace, c'est radical, à moins que, comme avec le Covid, on ait l'antidote. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai été obligé de tenir compte de la réalité, n'est-ce pas, et de me débrouiller avec ça. C'était pas facile. Vous aviez envie de la mettre un peu de côté, de la mettre dans un tiroir. Vous aviez plus envie il y a 15 ans. Aujourd'hui, vous la ressortez de son placard et vous la retrouvez avec plaisir, Adèle Blanc-Sec. Oui, bien sûr. Une fois que j'ai résolu, je pense avoir résolu les problèmes, ce qui me bloquait à l'époque, bon, elle continue. D'ailleurs, cet album est plus copieux, un petit peu plus épais que les autres, parce que j'avais un certain nombre de choses à régler. Il me fallait plus de planches. Parce que, si vous voulez, les albums, jusqu'à présent, c'était des 46 pages réglementaires, etc. Ça rentrait pas. La suite au prochain numéro. Donc là, il n'était pas question d'avoir une suite, donc il fallait arrêter, terminer. Pourquoi ? Parce que je trouve que les séries on voit ça avec les séries télévisées. En fait, on appelle ça des séries, mais ce sont des feuilletons. C'est seulement le nom qui a changé. Bon, à un moment, on ne suit plus. Même si au départ, on a été intéressé, on se lasse très, très, très rapidement. Et on est indifférent, finalement, à ce qui se produit, ce qui se passe pour les personnages. Donc, Adèle, elle ne meurt pas. Elle a une momie chez elle depuis le début. Il y a cette espèce de momie qui est dans une vitrine. D'ailleurs, elle lui cause. Je ne sais pas d'où elle vient, cette momie. Au moment où la Première Guerre mondiale éclate, la momie rentre chez elle. Adèle, elle est dans un espèce de bain réfrigéré. Elle va être récupérée par Brindavoine, qui est un petit peu une espèce de prince charmant, si vous voulez. La momie revient à Paris pour un congrès. Il y a un congrès de momies chez les immortels à l'Institut. Et elle est immortelle, Adèle. Oui. Votre Adèle, à vous, oui. Jacques Tardy.
sommes les momies. Ah la 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 la. Nous sommes les momies rassemblées la 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 dans cette académie. Sans pays ni frontières. Ah la 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 la. Nous arpentons la terre et voici qu'aujourd'hui nous découvrons Paris. Immortelle Adèle, immortelle Adèle, immortelle Adèle, immortelle Adèle. Nous sommes les momies. Tra la 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 la. Aucune épidémie n'a eu raison de nous. Nous résistons à tout. Et Blanc, cet album est dédié à votre compagne, à Dominique Grange, ma chanteuse préférée, écrivez-vous Jacques Tardy, qui a créé cette chorale des momies à l'Académie et qui donne le La, le Mi et le Fa à cette bande dessinée. C'est un peu le coup de pied de l'âne bourru que vous êtes, Jacques Tardy, à Monsieur Tran, qui a inventé Mortelle Adèle, héroïne de bande dessinée, gamine insupportable dont tous les enfants d'aujourd'hui sont complètement fans. Il vous a piqué le prénom de votre héroïne. D'Adèle, il n'y en a qu'une et c'est la vôtre. Elle restera la seule immortelle, c'est aussi ce que vous dites ? Non, non, pas du tout. Un prénom, on en fait ce qu'on veut, il appartient à tout le monde. Et puis je suis vraiment mal placé pour parler de Mortelle Adèle, j'en ai jamais lu une ligne. Et puis en plus, je crois que c'est destiné aux petits, aux enfants. Exactement. Bon. Et elle a un fichu caractère, un peu quand même comme votre héroïne. Si elle est immortelle, votre Adèle, est-ce que d'autres pourront s'en saisir, continuer à la faire vivre après vous ? J'aimerais pas du tout. D'ailleurs, c'est un avertissement que je donne. Non, je trouve que c'est continuer les aventures de personnages comme ça qu'on n'a pas créé, parce qu'on a des idées. Si ça avait été moi, je lui aurais fait faire ceci, cela. Bon, effectivement, ça peut être intéressant, mais à condition que l'auteur de base, le créateur, soit d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on continue Adèle Blanc-Sec sans moi. Le message est passé. Pourquoi ? Parce qu'elle est un peu vous ? Elle est un peu beaucoup à vous, Adèle Blanc-Sec ? Oui, puis il y a des choses qu'elle peut faire, qu'elle ne peut pas faire. Bon, elle a vraiment un sale caractère. Elle n'a pas un cap précis. Les intrigues évoluent en fonction des repérages, en fonction des décors, en fonction de ce que j'entends à la radio, en fonction de l'actualité, etc. Et je ne sais pas comment quelqu'un pourrait prendre la suite de ça dans le même esprit. Elle est qui, Adèle Blanc-Sec, pour vous, aujourd'hui, Jacques Tardy ? Adèle Blanc-Sec, c'est moi, en fait. Vous me la refaites, celle-là ? C'est moi. C'est moi, elle fait le même métier que moi. Bon, au début, c'était une des difficultés. Pour que le personnage existe, il faut qu'il vive, il faut qu'il ait des moyens pour gagner sa vie et exister véritablement. Qu'est-ce que je pouvais lui faire faire ? Sinon, avoir les mêmes activités que moi. Elle écrit des feuilletons. Elle a des problèmes avec son éditeur, elle n'est pas contente des couvertures, des fascicules de ses feuilletons, et évidemment, on ne la voit pas en permanence à sa table en train d'écrire, ça serait insupportable et pas très intéressant. Donc elle va sortir, elle a des contacts avec des gens, puis alors, dans l'accumulation des histoires comme ça, il y a des personnages qui reviennent, qui disparaissent, qui refont surface, etc. C'est son environnement. Il y a un personnage qui s'appelle Brindavoine, qui d'ailleurs avait commencé sa carrière avant Adèle, qui va l'accompagner un temps. Au moment où la Première Guerre mondiale éclate, Brindavoine, Adèle est dans un bain
Mmh. Et Brindavoine, à la fin de la guerre, intervient un petit peu, il joue le rôle du prince charmant qui la ramène à la vie. Je ne voulais pas, par exemple, qu'il participe à la Première Guerre mondiale. Ouais. J'imaginais mal Adèle en infirmière ou en espionne, etc. Cette guerre qui vous a tant et tant occupé comme dessinateur et comme scénariste, la Première Guerre mondiale. Justement, Adèle, c'est ça qui est intéressant. L'histoire débute en 2010, avant la guerre. Elle est mise en sommeil congelé pendant la Première Guerre, comme vous le rappelez. Elle va revenir dans le secret de la salamandre. On l'avait quittée, Adèle, dans le volume 9 en 1923, dans Le labyrinthe infernal. Et ce 10e volume se situe, lui, encore dans l'entre-deux-guerres. Pourquoi elle est la seule à avoir échappé à cette guerre? Pourquoi vous n'avez pas voulu l'envoyer au front? D'abord parce que la Première Guerre mondiale, je l'ai traitée dans d'autres livres, d'une autre façon. Je ne voyais pas comment, je veux dire, en dehors l'idée d'en faire une espèce de Mata-Hari ou je ne sais quoi, bon, ça a déjà été fait, c'est grotesque. Non, il n'y avait rien pour elle. Ni Brindavoine non plus, c'est pas un héros, c'est un mutilé volontaire, n'est-ce pas? Il veut pas se battre. Moi, je suis plutôt du côté de ces gens-là, donc je vois pas comment mes personnages auraient pu aller à l'encontre de mes idées et avoir des activités, faire de l'espionnage, je ne sais quoi, du renseignement. Non. Ça a déjà été fait, c'est pas pour Adèle. Là, on est donc dans cette décennie 1920. Quelle France, quel Paris vouliez-vous montrer? Dans le tout dernier, oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce moment-là de l'histoire, dans cette époque? Mais déjà, c'est un espèce de décalage. Je parle de Paris, là. D'espèce de décalage qui n'est pas du tout d'époque, mais montrer Paris avec des trottinettes, par exemple, qui envahissent les rues, etc. C'est le Paris d'aujourd'hui. Un Paris qui est très sale, c'est le Paris d'aujourd'hui. Bon. Celui d'hier aussi. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment épouvantable. Montrer cette espèce d'après-guerre, c'est cette vie politique molle, permanente, française, etc., sur laquelle j'ai pas grand-chose à dire. Mes personnages sont en dehors de ça. Ils mènent leur vie à eux, ils courent après je ne sais quoi. Ils sont pas tellement ancrés dans la réalité politique, historique d'une époque précise. Tardy, c'est d'abord une langue, et c'est des gueules d'atmosphère. Ce nouvel épisode de la série des Adèle Blanc-Sec, le vôtre, Jacques Tardy, s'ouvre comme il se doit, presque, chez Raoul, accoudé sur le zinc. Les clients picolent du blanc sec, clope au bec, la peau boursouflée, des tentacules dégueulasses qui leur sortent des oreilles, où l'on apprend aussi que Fiasco a retrouvé la formule de l'antidote et l'a rapportée au musée Grévin, où l'on retrouve Adèle Blanc-Sec là où on l'avait laissée. C'est une héroïne, cette Adèle, qui ne vous quitte plus et qui vous a accompagné depuis vos débuts. On a longtemps pensé que c'était votre respiration, votre échappatoire, parce qu'il y a quand même quelque chose chez Adèle Blanc-Sec, c'est qu'elle est, elle est loufoque, elle est fantaisiste, et elle a cette part d'imagination qui vous permet d'échapper au réel, quand même. Oui, parce que bien souvent, il est strictement impossible d'avoir un plan précis pour chaque album, chaque épisode. L'intérêt, c'est justement toutes les bifurcations possibles et imaginables, et qui bien souvent apparaissent au moment où je fais des repérages. Je vais sur place, je fais des repérages de lieux précis, et à ce moment-là, il y a un élément du décor ou l'histoire du lieu qui va m'amener à en tenir compte et raconter des choses qui n'étaient pas prévues. Au début, l'histoire du musée Grévin, j'avais ça en tête dès le premier Adèle, utiliser le musée Grévin. Bon, j'avais imaginé évidemment des personnages ayant des costumes de mannequins exposés, une poursuite, imaginons deux Henri IV en train de poursuivre un Bonaparte dans les rues de Paris, etc. Donc ça, c'était le côté tout à fait loufoque. Mais le problème, c'est que le musée Grévin, si vous faites des repérages aujourd'hui, c'est vraiment épouvantable, c'est pas possible, il n'y a rien à en tirer, c'est d'une vulgarité
liberté totale. Vous avez des simulacres d'acteurs. Enfin bon, aucun intérêt graphique. Même la structure a été complètement changée. Il n'y a pas de livre, il n'y a rien. C'est pour ça que vous avez finalement retenu l'Académie française. Oui. Formidable bâtiment, architecture, avec à l'intérieur des locataires immortels, presque plus morts que les vivants, ou les vivants que les morts, enfin par rapport à Grévin, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et les quais de Seine, et le Pont-Neuf, et tous ces décors que vous avez choisis et que vous vous réappropriez dans cette bande dessinée, dans ce nouveau volume des aventures d'Adèle Blanc-Sec. Juste un mot sur les traits de cette héroïne. Vous dites Adèle Blanc-Sec, c'est moi, mais qui lui prête ces traits ? Vous savez pas, vous, une lèvre supérieure aussi charnue qu'elle, des taches de rousseur sur le... Si vous regardez oui, les premières... mais qui a prêté ces traits à Adèle Blanc-Sec ? C'est un personnage qui est venu comme ça. Si vous regardez les premières représentations d'Adèle... Qui est venu comme ça du trait de crayon. C'est ce que vous mimez avec votre main. Oui. Oui, mais qui dirige le crayon ? Moi ? Oui. Mais ce que je veux dire, c'est regardez les premières représentations, elle ressemble absolument pas à ce qu'elle est devenue. Le profil du personnage va peut-être changer, la forme du visage va changer. En esquisse d'un dessin que vous faites du personnage en téléphonant ou je ne sais quoi, vous dites tiens, mais ça c'est mieux que le profil précédent, et c'est comme ça que le personnage va se modifier. Mais il n'y a pas au départ un modèle, un personnage qui va servir de point de départ à la représentation d'Adèle. Mais il y aurait pu. Oui, mais c'est pas le cas. Et pour Élise et les nouveaux partisans, vous avez adapté ce roman de Dominique Grange. Élise, c'est cette jeune chanteuse qui va devenir militante de la gauche prolétarienne et qui va s'engouffrer dans le mouvement contestataire de mai 68. La bande dessinée est parue assez récemment. C'est une de vos dernières avant cette reprise d'Adèle. C'est votre deuxième fille de papier. Elle, cette Élise. Il y a Adèle et il y a Élise. Mais Élise, alors là, le problème est différent. C'est l'histoire de Dominique Grange. Voilà. Donc là, pour la représentation... C'était plus simple. Oui, c'est clair et net. J'ai essayé de m'approcher, d'être le plus ressemblant possible d'Élise à une époque qui va évoluer. Là, on n'est pas dans une fantaisie pure, c'est pas possible. Dans Élise, tout est vrai. Tout est absolument vrai. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai été obligé de reconstituer, mais c'est un détail vraiment qui n'a pas qui ne joue pas sur l'intrigue ou quoi que ce soit. C'est un détail, c'est l'usine. Quand elle est établie en usine à Nice, cette usine a disparu. Rien, aucune documentation, impossible de trouver la moindre trace de cet établissement. Donc ça, je l'ai réinventé, c'est tout. C'est la seule chose qui a été complètement réinventée par moi, faute de documentation. Et tout le reste est tout à fait vrai. Et dans Adèle, tout est tout à fait faux ? Oui, tout est tout à fait faux, sauf les décors. Ce qui m'intéresse, un jour, un lecteur m'a écrit pour me dire qu'il franchissait le Pont-Neuf tous les jours pour aller travailler à la Samaritaine, je sais pas quoi. Il ne pourrait pas s'empêcher, en passant sur le Pont-Neuf, de mettre son doigt dans la base d'un des candélabres, parce que dans un Adèle, ça actionne une dalle qui s'ouvre avec un escalier qui descend par une des piles du pont, etc. Donc ça, l'intervention d'une fantaisie pure, comme ça, sur le quotidien des gens, me ravit plus qu'une critique dithyrambique. Et je comprends, et on comprend. Jacques Tardy, vous êtes notre invité jusqu'à 12h30 à l'occasion de la parution de ce 10e volume de Adèle Blanc-Sec, de ses aventures, Le bébé des Buttes Chaumont, c'est chez Casterman. France Culture, bienvenue au club. Elle se baladait en chantant la la la. Quand je l'ai rencontrée, j'aurais aimé être Lacan. Mais les premiers rapports, elle me fit du mal. J'étais le mâle et la femelle fait mal. Dieu c'est qu'elle. Acide et douce telle la citronnelle. La miss me laisse par son acte con. J'ordonne l'abscisse mais cela reste abscon. J'ai un esprit sain dans un corps très sain. J'ai fait le bien mais elle est allée voir plus loin.
J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, alors je me tais. Sur la plage, des costauds jouent au domino. Elle me fait constater que j'ai moins d'abdominaux, que je n'ai pas les triceps de Sylvester Stallone, et ça me froisse le cortex. Je m'appelle Claude. Dieu sait qu'elle, vive ou vivote dans mes airs sensoriels. Pourtant classé non macho, je n'étais pas collabo. Des mythes d'infériorité dont te taxe et Rousseau. Mais Miss me nomme Lilliput comme chez Swift. Du fait de mon mètre 78. Oh belle, elle est bonne, elle a du bol, la demoiselle. Elle se trouvait des défauts, je trouvais qu'elle était belle. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, alors je me tais. Aujourd'hui je sais que j'ai été un imbécile. Elle était presque ma presqu'île. Les beaux parleurs ont beau parler, la belladone reste à mes yeux de toute beauté. Seul Dieu sait quelles sont les séquelles incrustées dans ses yeux de miel. J'ai tenté de répondre à ses besoins en m'inspirant du fin. Cela fait des années que je suis glacé dans les bons, mais bon, le son de son silence me fait monter d'un demi-ton. Elle m'inspire, tout comme le souvenir de son sourire. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que son silence est d'or, alors je me tais. Séquelles, Prose Combat, MC Solar, un classique. MC Solar, il va investir la Philharmonie de Paris très prochainement, les 25 et 26 octobre, avec 2 concerts, des concerts plus jazzy, dans la formation qu'il a conviée avec lui sur scène. Voilà, c'était MC Solar. Et nous, notre invité, c'est Jacques Tardy, à l'occasion de la parution d'un nouveau volume des aventures, et peut-être le dernier, d'Adèle Blanc-Sec. Vous avez illustré, Jacques Tardy, des œuvres de Jules Verne, ou encore de Céline. On retrouve dans vos albums la boue, on retrouve le sang, on retrouve la mort, et cette langue si populaire de l'auteur de Voyage au bout de la nuit, dont Guerre, le premier inédit, apparu en mai dernier. Est-ce que vous restez un lecteur fidèle de Céline ? Ou est-ce que vous en avez fait le tour ? Est-ce que son antisémitisme vous a rebuté ? Alors, attendez, le problème de l'antisémitisme, on ne fait pas ce procès à comment il s'appelle, qui récite du Céline, qui débite du Céline à longueur de jour. L'acteur. Oui. Mais oui, enfin, Fabrice Lucchini et d'autres. Oui. Ah, bon. Parce que, non, je pensais que vous disiez parce qu'il a, lui, déclamé du Céline. Oui. Mais vous pensez que moi, je vous fais un procès parce que vous l'avez adapté en généralement, généralement. Ma question, c'est une question au lecteur que vous êtes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous plongez dans ces inédits de Céline avec le même plaisir, ou est-ce que vous avez fait le tour de cet auteur ? J'ai lu. Je sais bien, vous avez adapté Mort à crédit, Le Voyage. Oui, mais j'ai lu Guerre. J'ai lu le dernier pour la bonne raison qu'on m'a demandé de faire la couverture pour les collections Folio. Bon, c'est un brouillon. À mon sens, c'est un brouillon. Il n'aurait jamais voulu qu'on ait dit ça. C'est un brouillon, ça part dans tous les sens. Ça peut être considéré comme le début de casse-pipe. Bon, c'est pas, j'ai pas été emballé. Pas été emballé, mais je l'ai lu, oui, puisque j'ai fait la couverture. Voilà, et vous l'avez lu, et peut-être avez-vous retrouvé cette langue, parce que c'est aussi ça, Céline, quand même. Oui. Une langue très populaire, que l'on retrouve, ce parler, ce parler très, très franc, très direct, que vous avez pu, et très imagé, que vous avez quand même pu vous aussi utiliser. Jacques Tardy, juste sur cette question de la guerre, elle est importante dans les années 80, la notoriété acquise avec Adèle Blanc-Sec, parce que c'est aussi ça que cette héroïne vous a donné
donné, offert. C'est une reconnaissance et une notoriété. Dans vos albums, vous vous êtes attaché à comprendre et à faire comprendre les hommes et les femmes, les corps et les âmes, ce que produit la guerre. Et ce thème n'a cessé, au fond, de vous rattraper. Est-ce que maintenant, vous l'avez mis de côté ou est-ce que vous le retrouverez, ce thème-là de la guerre, première ou deuxième ? Écoutez, je ne sais que répondre parce que c'est inépuisable. J'ai travaillé avec un documentaliste, Jean-Pierre Vernet, pour être le plus près possible, ne pas dessiner n'importe quoi. Il m'avait contacté en me disant, l'apparition d'un premier épisode dans À suivre, il m'avait écrit en me disant, j'ai remarqué, vous avez commis des erreurs au niveau de l'armement ou je sais pas quoi. C'était pas vraiment mon problème, mais après je me suis rapproché de lui et on a travaillé ensemble. On est allé sur les champs de bataille, on est descendu dans des souterrains, on est allé dans des lieux absolument impossibles et tout pour se rapprocher de cette réalité et de la souffrance des hommes qui est inimaginable. Donc il était nécessaire de faire ce travail. Alors c'est vrai que c'est intéressant de montrer ça parce que les gamins d'aujourd'hui, la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que ça leur dit? Rien, pas grand-chose. Le grand-père n'est plus là. Donc il faut en parler, parce que surtout en ce moment, il faut en parler parce que ça décrit l'ignominie des États qui, sans vergogne, envoient à la mort des jeunes gens qui ont autre chose, qui ont mieux à faire. Donc c'est ça qui me paraît intéressant dans le fait d'avoir travaillé sur cette guerre qui, en plus de ça, est intéressante parce c'est la première guerre mondiale, n'est-ce pas? Donc il y a une espèce d'enthousiasme meurtrier, guerrier, terrifiant. Voilà, et dans le climat actuel, on sait Tout à fait. Exactement ce à quoi on aimerait réchapper. C'est une troisième guerre mondiale. Aujourd'hui, au programme de notre book club, Sébastien Thème nous a rejoint, Jacques Tardy. Bonjour Olivia, oui, aujourd'hui la mode en images et en texte, aussi avec le livre d'Elisabeth Quint et François Armanet, Le détail qui tue, réédité chez Flammarion. Et la question qui vous est posée aujourd'hui, c'est qui est selon vous l'écrivaine, l'écrivain, le ou la plus stylée? Vos réponses via le hashtag book club culture. L'héroïne, en tout cas, la plus stylée, c'est Adèle Blanc-Sec. J'ai cherché quel était le détail qui tue, et je crois que c'est quand même ce parapluie Cannes qu'elle arbore en permanence, voire peut-être ce couvre-chef aussi, ce bonnet élégamment assorti d'un nœud. Mais je demanderai à notre experte en mode, Elisabeth Quint, tout à l'heure. Merci mille fois, Jacques Tardy, d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup.